Bonjour Elodie. Euh, Tu as un parcours très particulier depuis 2020, je crois. Oui, ça, on peut dire que ça a commencé en 2020. Oui. Est-ce que tu peux déjà me raconter ce qui s'est passé pour toi en 2020? Comment tu as vécu Oui. Alors en 2020, je suis infirmière en libéral à domicile sur la région bordelaise en France. J'exerce dans un cabinet où nous sommes 3 infirmières et C'était un cabinet indépendant un cabinet indépendant. Indépendant, on appelle ça l'exercice libéral. Donc on ne dépend pas d'une structure hospitalière. Par contre, on dépend toujours de l'ordre infirmier, la CPAM, l'Agence régionale de la santé, ça oui. Mais on travaille de manière autonome, on va dire. Bien sûr, avec les médecins qui prescrivent les soins, mais on ne dépend pas d'une structure hospitalière comme l'HAD, par exemple, qui est l'hospitalisation à domicile. Voilà. Et à l'époque, en 2020, je suis enceinte. Donc ça, c'est quand même un élément fort. En 2020, le Covid s'installe doucement en France et de par le monde. Et le Covid s'installe avec tout ce qu'il y aura avec le Covid. Le déploiement de la prise en charge qui va dans tous les sens, la prise en charge des patients, la prise en charge d'un cabinet dans cette période folle. Et moi, c'est le non-sens qui va m'interpeller tout de suite. Le non-sens, le fait que un jour c'est noir, un jour c'est blanc, un jour c'est gris, on nous dit l'inverse, on nous dit le contraire, c'est jamais les mêmes instances qui nous préviennent de ce qu'on doit faire. Je me sens tout de suite interpellée par le non-sens, en fait. Voilà. Et dans mon caractère, ne pas respecter la loi, c'est pas possible. Et ne pas respecter la loi? la loi Classique. classique, c'est pas Oui. possible. La loi de la vie, la loi du vivant, encore moins. Et suivre quelque chose sans qu'il y ait de sens, je peux pas non plus. Donc je suis très très vite tiraillée, très rapidement, dès le mois de mars en fait. Mars 2020, c'est compliqué, très compliqué. Pas de repère du tout. Pas de repère du tout et de l'injustice très rapidement dans ce qu'on a à vivre nous en tant que personnes humaines et puis en tant que professionnels de santé. À l'époque, avant qu'il y ait le confinement, en France, il fallait qu'on choisisse quel était le patient à aller voir en fonction de l'état d'urgence de sa situation, l'état du... Comment dire? Pas l'état d'urgence de sa situation, mais... Enfin, si. Il fallait choisir quel était le soin qui dépendait absolument d'une infirmière et quel était le soin qu'on pouvait permettre au patient de faire par lui-même. Ah oui. Ça a été très compliqué à gérer. Ah oui. J'imagine. Comment on fait pour dire toi tu te débrouilles et puis toi je vais venir te voir. Et c'était à toi de décider ça? C'était à nous de décider. Alors, on avait des directives, mais tu vois bien les directives ne sont jamais... tu vois, il y a la théorie et la pratique. Oui. Hein. Entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde, surtout quand on s'occupe de la personne, de l'humain, du soin. Il fallait choisir. Ça, c'était non déjà. On a essayé au début. Au début, t'essayes de te conformer, t'essayes de dire bon, admettons, le gouvernement fait comme il peut, il essaye de faire de son mieux, alors on va faire pareil. Oui. Très rapidement, c'est la catastrophe. Les patients ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes, ou alors ça veut dire que le personnel soignant ne sert à rien. Bien sûr qu'on peut guider, qu'on peut rendre autonome le patient pour qu'il puisse faire le plus possible au maximum sans nous. Ça c'est mieux de toute manière. Mais voilà, on ne peut pas laisser certains soins techniques demandent quand même un regard et un accompagnement. Ouais. On a toujours été, à l'époque dans notre cabinet, on a toujours été dans l'autonomie, même des gestes techniques, que le patient puisse, tu vois, par exemple, se débrancher une perfusion tout seul sans dépendre de l'infirmière qui va arriver à telle heure. Mais à un moment donné, le passage infirmier est quand même important pour contrôler, vérifier, parler, améliorer. Bien sûr. Voilà. Et comment ça s'est passé pour tes 2 collègues? Parce que tu avais 2 collègues à l'époque. Oui. Et est-ce qu'eux, ils ont perçu cette situation de la même façon ou est-ce que c'était différent? Ça a été
délicat pour elle, ça c'est certain, parce que faire ce genre de choix, déjà à l'époque c'était compliqué, et là encore une fois on ne parle même pas du confinement, du port du masque, c'était compliqué, mais pas de là à être à ce point-là outrageant et chamboulant. Elles ont... Pas de la même façon que pour non, toi, on non, va non, dire. non. Oui. Non, non. Et quelle était votre relation? On s'entendait bien, voire même, je peux dire, très bien. Sauf que depuis quelques années, je m'orientais de plus en plus vers une vision de la médecine plus globale, plus générale, holistique. Au maximum de mes capacités, de mes performances, je comprenais qu'il fallait se former au-delà de notre métier d'infirmière, qu'il fallait ouvrir la naturopathie à notre métier. Oui. Et là, il y avait un frottement entre elle et moi. Oui. Je me disais que ce frottement n'était pas un problème, que c'était une étape dans l'évolution de notre cabinet. Donc ce frottement ne me dérangeait pas. Oui. Voilà. J'estime que dans toute relation, il y a des périodes de distance, il y a des périodes de tension. Ça n'empêche pas de traverser ensemble et d'aller voir ce qu'il y a après. Donc, oui. on faisait avec. Oui. Ça ne nous empêchait pas d'être performantes. Oui, d'accord. Jusqu'à ce que le Covid explose. Ouais. Et comment ça a évolué cette situation? Parce qu'au départ, il y avait les confinements, les masques. Ouais. Mais les masques, c'était pas là tout de suite non plus. Hein. C'était au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Qu'ils ont mis en place oui, toutes les mesures. Tout à fait. Et après, ça a évolué comment pour vous? Le port du masque, ça a été un début de problème parce que moi, j'étais pas en accord avec ce port du masque, mais je m'y suis conformée pour pouvoir aller voir mes patients à domicile. Je reconnais que je me suis conformée à ce port-là en régulièrement trichant et le mettant sous le nez. Mais ce qui était très compliqué, c'est de devoir faire porter le masque à mes patients qui avaient des situations de soins très délicates. Et puis on sait à quel point la communication à travers le regard, les lèvres, ce qui se passe sur les joues. Pour nous, en tant qu'infirmière, il n'y a pas que une constante, une tension ou un soin technique. C'est vraiment une approche très très globale. Avec un masque, c'est très très difficile de pouvoir avoir le ressenti réel. Donc ça, c'était compliqué. Faire porter le masque même sous la douche, non mais c'était pas possible. C'était pas possible. Ouais. Donc ça a été un début de conflit. Un début de conflit. Moi, je permettais aux patients de ne pas mettre le masque. Je permettais aux patients qu'on puisse parler sans les masques. Et mes associés, ça, c'était trop dangereux pour elles. Voilà. Ah oui. Oui. Et ils étaient au courant que tu faisais comme ça? Et oui, parce que les patients parlent, les patients se disent tiens, du coup, avec vous aussi, on va pouvoir retirer le masque et parler, parler librement. Parce que vous aviez les mêmes patients, c'était en fonction de l'emploi. La même tournée. La même tournée. La même tournée. Ah oui, tu vois, ça, je l'avais pas encore compris. D'accord. Oui, c'était la même tournée. On avait vraiment une tournée. On était donc 3 et on allait voir les patients un jour, on avait une tournée avec les mêmes patients. Oui, d'accord. Et donc, il est arrivé le grand sujet de la vaccination. Ça, c'était en 2021, si 2021, je me trompe pas. Été 2021, je crois. Oui, été 2021. Et alors, comment ça a changé la situation? Alors déjà, avant que cette injection soit obligatoire et imposée, il y a eu l'injection proposée au départ. Et donc déjà là, il y a eu aussi un deuxième point de clivage et de début de rupture entre nous, parce que je leur dis à quel point, attention, vigilance, ce produit, on ne le connaît pas dans sa globalité, et le peu qu'on en connaît ne permet pas de dire que c'est un vaccin. Le peu que l'on connaît ne permet pas de dire qu'on est en sécurité avec ce produit-là. Et qu'on peut
engager notre responsabilité en l'injectant. Dans notre contrat de travail, justement, avec ces maisons mères que j'ai citées tout à l'heure, l'Ordre des infirmiers, l'ARS, la CPAM, il est bien clair et net que nous sommes responsables de tout ce que nous amenons dans le corps de la personne. Ah oui. Donc pour être responsable, il faut connaître. Il faut connaître la nature du produit, il faut connaître les effets indésirables et les effets positifs. Et puis la balance bénéfice-risque. Là, on n'a pas les infos. Quand on pose les questions, on n'a pas les réponses. Donc je dis à mes associés, attention, vigilance, si vous décidez d'injecter, vous serez responsable. Oui. Et donc je leur demande que nous n'injections pas nos patients. Tu leur as demandé? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a rendu sceptique, en fait? Le fait qu'on n'ait pas de réponse. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse à nos questions et que la nature de ce produit ne soit pas un vaccin alors qu'on le nomme comme étant un vaccin. Oui. Et ça, c'est un mensonge. Et on ne peut pas travailler sur la base d'un mensonge de manière générale. Mais encore moins ou encore plus avec un patient. C'est pas possible. Oui. Et alors, tu as pris une décision. Donc, je demande à ce que, au cœur du cabinet, on n'injecte pas les patients. Oui, d'accord. Voilà. Et alors, les réactions de tes collègues? Elles s'y sont tenues. Il y a quand même eu un respect compliqué pour elles, mais elles l'ont respecté. Par contre, elles amenaient les patients à aller se faire vacciner, se faire vacciner dans les vaccinodromes. Et elles ont fait le choix d'aller donner de leur temps dans ces vaccinodromes. Qui a donné ce choix? Mes associés. Parce que pour elles, c'était important de s'investir. Pour elles, c'était de l'ordre de la santé publique que d'injecter ce produit-là. D'accord. Donc, il y avait une dissonance entre nous. Oui. Elles ont respecté quand même ce choix que j'ai imposé. Mais elles sont allées honorer, ce besoin de respecter la santé publique dans ces espaces de vaccinodrome. Et c'est là que c'est important de le dire, c'est que elles ont fait bien. Dans leur sens, dans leur compréhension et leur grille de lecture de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, elles ont agi bien. Elles ont bien agi. Je ne sais jamais trop comment vraiment formuler cette phrase parce qu'il y a vraiment une action de bien faire. Oui. Oui. C'est important vraiment encore aujourd'hui d'avoir et même de déployer encore plus cette notion-là, c'est que l'autre a voulu bien faire. Mm-hmm. Et quelle était la réaction de vos patients par rapport à ça? Parce qu'ils ont dû percevoir qu'il y avait pas la même... Oui, ça a été compliqué, surtout que, tu vois, à domicile, on finit par s'apprécier et parfois aller au-delà de la relation infirmier-patient. Il y a comme une structure familiale qui se met en place. Le tiraillement a été compliqué pour eux aussi. Oui, ça c'est clair. Certains ont fait le choix de ne jamais prendre cette injection. D'autres ont fini par suivre mes deux autres associés. Et puis n'oublions pas le pouvoir médiatique qu'il y a eu dans l'information et la désinformation, évidemment. Ça c'est sûr, oui. Ouais. Et alors, eux ils sont vaccinés, toi tu n'as pas vacciné? Non. Et ils le savaient, tes collègues le savaient? Oui. Mais puis tu as pris une autre décision? Oui. Donc, si je dis pas de bêtises, je vais sûrement en dire parce que je suis nulle en chiffres et en dates, mais sur l'été 2021, cette injection devient obligatoire pour nous, pour le corps soignant et pas que, mais entre autres pour le corps soignant. Et là, pour moi, c'est un non catégorique. Autant c'était un non d'injecter ce produit-là, mais c'était un non de le recevoir pour moi. Tout ça, pour les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons. C'est une raison de non-connaissance du produit et de non-vérité de ce qu'il y a dans ce produit et de ce qu'il en est et de pourquoi on nous l'impose aussi. Oui. Voilà. Mais en principe, et puis on commence déjà à avoir aussi des débuts d'effets secondaires.
puisque cette injection, c'est déjà... Pour les patients. Eh oui. Donc il y a déjà un début de retour qui ne me permet pas de dire c'est ok, tu peux t'injecter ce produit pour continuer de travailler. Je suis à l'époque plus enceinte, puisque notre fille est venue en ce monde, et sauf que je l'allaite. Donc c'est encore une part de responsabilité aussi en tant que mère. Je m'engage à recevoir cet enfant et à prendre soin d'elle. Si je prends ce produit, je me désengage. Donc c'est non. Oui. Voilà, donc ça c'est encore une rupture supplémentaire. Sauf que je ne peux pas, à l'époque, accepter de quitter mon poste, de quitter mes associés, de les abandonner, d'abandonner mes patients, pour une raison pour moi qui n'est pas valable. Il n'y a aucune raison pour moi. Tu sais, en fait, il y a deux choses importantes dans notre métier pour moi. Il y en a plein d'autres, mais tu es responsable de ce que tu fais avec ta main, en gros, sur le patient, et tu n'abandonnes pas ton poste sans raison valable. Oui. Tu as le droit d'être malade, bien sûr, tu as le droit de quitter, mais la notion d'abandon sans raison valable, je ne sais pas pour quelle raison chez moi c'est engrammé à ce point-là, mais c'est comme ça, c'est engrammé à ce point-là. J'ai été très très honorée pour tous ces soignants suspendus qui ont fait le choix de se suspendre et d'honorer ce nom et ce stop de cette manière-là, que je trouvais très forte et clairement très honorable et louable. Mais pour moi, il y avait un autre chemin à prendre, et ce chemin était très très fort. Et puis je me disais surtout, comment tu peux faire pour aider les autres qui ont besoin aussi de continuer, de maintenir les liens. Comment on peut aider en fait. Et c'est comme ça que je suis partie dans cette réalisation de faux certificats vaccinaux. Oui. Voilà. C'est comme ça que le basculement s'est fait. Oui. Donc tu l'as fait dans un premier temps pour toi-même? Pour moi-même. Oui. Pour moi-même, pour ne pas nuire à ma santé et celle de mon enfant, et pour maintenir le lien professionnel. Oui, d'accord. Parce que si je suis pas là, qui s'occupe de mes patients? J'ai pas eu cette force, moi, de dire stop, je quitte, peu importe. J'ai pas eu cette force-là. Oui. Et en fait, quelque part, c'est parce qu'il y a beaucoup cette discussion qui se fait aujourd'hui de soignants suspendus qui ont pu être écorchés par mes propos. Parce que souvent, quand on me questionne, quand on me propose de témoigner, eh bien, j'annonce ce qui m'a permis de cheminer dans cette action de faire des faux certificats. C'est vraiment ne pas abandonner. Et du coup, c'est quelques suspendus se disent oui, mais moi j'ai pris la décision de quitter, mais j'ai pas voulu abandonner non plus. Je sais ô combien, mais moi je n'ai pas eu cette force de dire stop et de quitter. Mais est-ce que c'est une force? On peut aussi considérer que ce soit une force que tu es resté. Mais je crois que cette force est venue parce que j'ai eu une faiblesse de ne pas dire stop et de quitter. D'accord. Et c'est cette faiblesse qui a permis une autre solution d'émerger. Et finalement, cette solution a permis de maintenir des liens. Et même si je peine à le dire aujourd'hui, peut-être de sauver des vies ou en tout cas de maintenir des états de santé. Voilà. Oui. Et puis tu as décidé de faire la même chose pour tes parents, pour tes patients. On peut dire pour les parents. Pour les parents peut-être aussi. Des patients, des proches, des personnes qui ne me connaissaient pas mais qui ont entendu que je proposais cela. Donc c'était pas une proposition à tout va, c'était une mise à disposition d'une aide pour aider son prochain. Et c'était reçu positivement par plein de patients, on va dire. Plein, je sais pas, mais par quelques-uns. Et donc c'était des patients qui étaient convaincus de ne pas vouloir être vaccinés, donc ça leur a proposé un moyen de faire comme si et de continuer leur vie. Alors c'était pour travailler ou maintenir des liens familiaux, aller voir une personne en maison de retraite, prendre un billet d'avion pour aller voir des parents à l'autre bout du monde. Voilà, c'était des raisons vraiment de maintien de liens. Oui, d'accord. Et donc,
pendant un certain temps, alors tu as continué à faire ça. Oui. Et puis, c'est évolué comment avec tes collègues? Eh bien, vous entendiez encore ou... C'était de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué parce que sur le terrain, ça se complexifiait. Cette histoire de Covid n'a pas duré que 3 mois. Ah oui. Ça a été long. Et un jour, elles ont découvert mon action de par une facturation à la CPAM des faux certificats que j'avais établis. Donc, elles ont vu cette supercherie qu'elles ont découvert assez rapidement. Elles m'ont convoquée au cabinet, m'ont demandé dans un premier temps de m'expliquer. À la suite de cette explication, elles m'ont demandé de quitter le cabinet par manque de confiance. La rupture était à ce moment-là du coup totale. Donc j'accepte de quitter ce qui est notre cabinet, autant le mien que le leur, de quitter les patients pour le coup. Là, il n'y a plus le choix. Il faut quitter le navire. Vous étiez au même pourcentage, oui, tous oui, les oui, trois? à parts égales. Ouais, ouais. D'accord. À parts égales. Et quelques temps après, elles iront dans une procédure de dénonciation pour sûrement se protéger, elles. Je crois qu'elles ont fait ce qu'elles ont pu avec la situation. Ouais. Ah oui. Et t'ont mis au courant? Non, je l'ai compris en décembre. Elles m'ont demandé de quitter le cabinet en septembre 2021. Et en décembre... Décembre 2021, donc tout ça s'est joué en quelques mois. En septembre 2021, elles me demandent de quitter le cabinet. Ah oui. Et 15 jours après, elles commenceront cette démarche de dénonciation. Donc elles sont allées voir la CPAM, l'Ordre des infirmiers, l'ARS et le commissariat local. Il y aura une ouverture d'enquête policière, une mise sur écoute téléphonique et un traçage de tous nos écrits, mails, SMS, toutes les voies de communication qu'on a sur les téléphones. Et en février 2022, avec mon conjoint, on vivra une perquisition à domicile. Ah oui. Et 48 heures de garde à vue. Et c'est là que j'ai su qu'elle m'avait dénoncée. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc il y avait une perquisition, tu l'appelles? Perquisition à domicile. Est-ce que c'était comme en Allemagne, qu'ils débarquent à 6 heures du matin, 15 exactement. Policiers armés en noir? Alors non, ils n'étaient pas 15 policiers armés, ils étaient 4 ou 5, je ne sais plus, je n'étais pas là moi. En fait, quand mes associés me demandent de quitter le cabinet, j'ai une amie qui entend parler de moi et qui me propose de m'embaucher en remplaçante sur un cabinet local de ma région. Et j'étais en tournée en fait à ce moment-là. J'étais en tournée, il était 7h du matin et ils sont arrivés à la maison entre 6h30 et 7h, tu vois. Rémi et Jeanne étaient au petit déjeuner et ils sont rentrés à la maison. Ils n'étaient pas en tenue, de, je vais y arriver, de policier. Ils étaient en tenue civile. Ah oui, d'accord. Ils étaient armés, ça c'est sûr, mais pas en tenue de policier. Ils sont sonnés, ils sont frappés ou ils sont... Après, il faut dire que c'était des enquêteurs, tu vois. Donc, c'était pas la police classique. Non, c'était des enquêteurs. Voilà. D'accord. Et donc Mais comment elles t'ont pu amener en garde à vue si tu n'étais pas là alors? Eh bien, j'ai été convoquée. J'étais convoquée à y aller le jour même. On a réussi à repousser au lendemain. Et ça, c'était bien heureux parce que ça m'a permis de me préparer mentalement et physiquement. Oui. Et puis spirituellement aussi. Et le lendemain, donc c'était un mercredi. Ouais, c'était un mercredi et j'ai passé le jeudi et le vendredi en garde à vue. Il faut dire que pendant ce temps-là, tu allaitais encore. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment vous êtes organisé? Alors c'était la fin de l'allaitement. C'était un allaitement qui était dit là à ce moment-là. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais secondaire. Notre enfant était déjà passé à une alimentation. Donc bon, voilà. D'accord. C'est une déchirure, mais on va dire que ça n'a pas été la déchirure. Comme ça aurait pu être un an avant.
Non, Oui. non. D'accord. Et donc, ils t'ont gardé pendant 48 heures. Ouais. Et ça s'est passé comment? C'est très violent, c'est très bruyant, perte de sens en termes de temps, de durée. Tu sais pas quelle heure il est, Parce que tu n'avais plus le droit de garder ton portable ou... Non, j'ai été dépossédée de tous mes biens personnels, sauf mes vêtements, mais ils m'ont quand même retiré mon soutien-gorge. Tu vois, pour une femme, c'est le retrait d'un soutien-gorge, c'est pas rien. Bah oui. Le retrait de ma croix et de ma Marie, qui pour moi sont un repère justement dans ce genre de moments. Je crois que ça a été une proposition de mise à nu, et de trouver l'essentiel autrement, justement. Ça a été 48 heures qui ont été composées en 2 parties. Une première partie au commissariat qui s'est déroulée elle aussi en 2 parties, avec une partie d'interrogatoire et une partie en cellule menottée. Ah oui. Ouais. Menotté en cellule. Menotté, ouais. Il y a eu en cellule, enfermé en cellule avec des menottes. Oui, il y a eu un moment où j'ai gardé les menottes. Ouais. Ouf. Oui. Incroyable. Et d'accord. Et pourquoi ça? Parce qu'ils avaient peur. J'en sais rien. C'était en fait pour t'intimider. Je pense que c'est de l'intimidation, c'est de la pression. Il fallait probablement que je sois un exemple public et médiatique, probablement politique aussi. C'était médiatisé immédiatement? Non. Je suis juste passée dans le journal local. Oui. Tu vois, avec un article. Un article dans le journal, sur la une, voilà. Mais, Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Mais pas plus loin non plus. Et après ces 48 heures, ils t'ont relâché ou comment? Alors, après cette première journée en commissariat, je suis partie une journée au tribunal, où là, j'ai été à nouveau mise en cellule. Donc, faut savoir qu'au début, je savais même pas où j'allais. Je suis trimballée dans ce que j'appelle les camions paniers à salade, parce qu'ils sont, ils ont c'est pas des vitres, en fait, c'est des plaques trouées. Et je sais pas pourquoi on dit panier à salade d'ailleurs, mais je sais pas d'où ça vient cette expression. Mais et je suis trimballée, je sais pas où je vais. Donc en fait, et tu ne tiens pas au courant? Ces camions paniers à salade, c'est un camion qui est fait de cases, en fait, et donc tous les ceux qui sont en cellule et qui doivent aller au lieu où nous allions sont dans le camion. Donc on était plein à être menottés, tu vois, dans nos compartiments. Donc il y en avait d'autres? Il y avait d'autres personnes avec moi parce que sur le même moment où j'étais au commissariat, il y avait un réseau je vais pas y arriver, de trafic de drogue qui était en train d'être jugé. Et ils étaient tous dans des prisons éparpillées en France, et ils se retrouvaient à Bordeaux pour avoir un procès en commun. Donc c'était des hommes et des femmes? Des hommes et des femmes, ouais. D'accord. Voilà, et donc je suis trimballée dans ce camion dans un autre endroit, dans une autre cellule, et je suis à nouveau mise en cellule. Et moi, dans ma tête, je me dis que je suis en mince, comment on appelle ça? En détention provisoire, tu vois. Et je sais même pas où je suis, j'ai pas eu de nouvelles ni de mon avocat, donc ça a été un moment assez lourd pour moi. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'à un moment donné me vient la lueur d'esprit de demander où je suis. Et donc je questionne au policier qui vient devant la cellule pour savoir comment ça se passe. Et je lui dis, mais je suis où? Il me dit, vous êtes au tribunal. Donc j'entends que si je suis au tribunal, c'est qu'il va y avoir un procès. Ah oui. Mais le lendemain du garde à vue, ça, je trouve ça étonnant. Et donc, à la suite de cette journée, vers 18h, j'ai eu un procès en comparution immédiate. Ah oui. Et ça, alors, ça s'est passé comment? C'est très lourd. Je suis à nouveau menottée en cage en verre pendant le procès, avec 2 policiers, un à ma droite et un derrière moi. Dans un cage? Oui. Tu vois, comme dans les films, la cage en verre. En verre, d'accord. La cage en verre, ouais. Ah oui. La cage en verre et menottée. Ouais. Donc, c'est pas si simple non plus, parce que, bon, d'abord, les menottes ferment. Il y a vraiment une fermeture corporelle très importante. Et puis, pour parler, tu n'as pas accès à tes mouvements, en fait. Donc, voilà, t'es droite comme ça, comme un piquet. Et en même temps, ça apporte une posture.
puisque je ne peux pas bouger avec mes mains, eh bien la seule chose que je vais avoir, c'est d'être droite et d'être animée dans ma parole. C'est la seule chose que je vais pouvoir avoir comme défense, en fait. D'accord. Pendant ce procès, il y aura 6 personnes devant moi, dont le juge, l'avocate de l'ARS, l'avocate de la CPAM et la procureure de la République qui sera là pour obtenir ce que l'État voulait à ce moment-là. Voilà. Mais toi, tu n'avais pas le droit d'avoir un avocat avec toi? Si, j'ai un avocat avec moi. J'ai un avocat avec moi qui passe quasiment les 48 heures de garde à vue à mes côtés. Alors pas pendant les temps où je suis en cellule, mais il aura passé, je pense, lui aussi 48 heures très intenses qui se souviendra, je pense, toute sa vie également. Oui, j'ai pu avoir un avocat et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de faire repousser cette garde à vue au jour d'après. Voilà. Ah oui. Parce que jusque-là, j'avais pas d'avocat. C'est incroyable. Moi, ça m'étonne que tout ça, ça se joue en 48 heures. 48 heures. Parce que ce que je sais de l'Allemagne, c'est que c'est beaucoup plus large. Hein. Que les procès, ça continue quelques semaines plus tard, par exemple. Ils ont ouvert l'enquête en décembre. Oui. En février, ils sont à la maison et le lendemain, je suis en garde à vue. Ah oui. Et si j'avais été à la maison, je partais tout de suite après, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Et alors, donc, il y avait une journée de procès? Une journée, enfin... je dirais peut-être 3 heures, peut-être 3 heures. 2 même, parce que dans ces moments-là, j'ai pas la notion du temps. Oui. Mais ouais. Où ils t'ont écouté, où ils t'ont posé des questions? En fait, ce qui a été, je pense, majeur dans la suite de mon histoire, c'est que, et dès le départ d'ailleurs, c'est que je n'ai pas fait ça pour l'argent ni pour la gloire. En fait, c'est vraiment une vraie animation rempli d'arguments qui m'a amené à faire ces choix-là. Et le juge, à partir du moment où il a la notion que je n'ai pas fait ça pour l'argent ni pour la gloire, il a besoin de comprendre qui je suis. Et donc, il va me poser tout un tas de questions qui vont l'amener à me comprendre et presque à me défendre. Parce que... c'est vrai ? Parce que de la peine maximale, je reçois une peine qui me permet de rentrer à la maison. La procureure, en début d'audience, demande 7 ans de prison ferme. En début d'audience ? Oui. Ah oui. Lorsque c'est à son tour de parler, elle demande 7 ans de prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction à vie d'approcher un patient. Avec quelle justification ? Tout simplement le fait d'avoir fait des faux papiers et d'avoir usurpé alors je ne connais plus la formule, mais d'avoir usurpé un site qui permettait de faire des papiers, c'est faux et usage de faux, quelque chose comme ça la phrase, tu vois. Oui, d'accord. Faux et usage de faux. Et puis parce que quelque part tu établis le trouble en faisant des choses comme ça. Oui, tu établis le trouble sociétalement parlant. Et donc ça se punit lourdement. Et donc 7 ans de prison ferme, 750 000 € d'amende et puis une interdiction à vie d'approcher un patient. Et puis au fur et à mesure de l'audience, avant le délibéré, elle demande toujours 3 ans de prison ferme, 350 000 € d'amende et 3 ans de radiation. Et donc là, ils partent en délibéré. Moi, je repars en cellule. Là, j'ai l'impression que le temps, il est super long, quoi. Et quand je remonte pour avoir la remise de la peine, le juge me regardera droit dans les yeux en me disant « J'ai été dans l'obligation de vous punir ». Et cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Est-ce que c'était comme une excuse ? En cette phrase, j'entends une excuse et j'ai fait comme j'ai pu. Ah oui. Et donc là, il me donnera la peine qu'il a posée et ça sera donc 4 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et 18 mois de mise à pied. Ah oui. Ce qui est un saut énorme, je trouve, quoi, vraiment. Par rapport à 7 ans ferme. Moi, je me disais, j'aurais peut-être pu faire ne serait-ce que 6 mois de prison ferme. Mais quand je vois comment 48 heures de garde à vue
chamboule ta vie, vraiment, je pense que personne n'est fait pour la prison, ça c'est sûr, mais moi, ça c'est clair que non. Oui. C'est quelque chose, même si c'est une expérience, parce qu'à contrario, certes, ça a été une expérience très douloureuse et très, très lourde, et en même temps, c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Comment ça ? Parce que dans cet espace-là, je suis dépossédée de tous mes biens personnels, je suis dépossédée même du temps, je suis dépossédée de tous les repères, je suis coupée de ma fille, coupée de Rémi, coupée de tout ce que je connais en fait. Et ma seule solution pour rester là, c'est de trouver une connexion forte, plus forte, de trouver la vie en fait, de la chercher, de l'appeler. Et j'ai vécu, je crois, la plus belle communion que je pouvais vivre avec le Christ à ce moment-là dans ma vie. C'est-à-dire dans la cellule ? Dans la cellule. J'ai été happée 3 fois par le doute, la peur, pour pas dire le diable, la force maléfique qui vient te chercher et qui vient te mettre le bazar dans ta tête et dans ton cœur. Et à chaque fois, ça a été la douche de grâce incroyable. Et j'entends, laisse faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et confiance, continue, tiens-toi droite. Et c'est en ça que je comprends que toute épreuve est une initiation, un éclat qui est proposé. La notion du chaos, tu vois, on te met le bazar pour faire jaillir quelque chose de bien plus puissant. Oui. Voilà, ce qu'est l'expérience peut-être la plus forte de cette garde à vue finalement. Et donc presque, je dis pas que je n'ai pas eu peur, j'ai eu très très peur pendant cette audience au tribunal. Ah, il y avait quand même 7 audiences. Non. L'audience. 7 audiences. Oui, mais ce que je vivais par ailleurs était tellement que je savais que cela aussi passerait. On a une phrase qui dit « cela aussi passera ». C'est un passage. Et donc, ils peuvent nous mettre tout ce qu'ils veulent, en fait, ils ne peuvent pas gagner. Oui. Parce que ce qu'il y a là, une fois que ça jaillit, c'est plus fort que tout le reste. Oui. Wow. Oui. Donc tu regrettes pas ce que tu as fait ? Non. Ni ce que tu as vécu ? Non plus. C'est un grand merci à ce que j'ai fait, à ce que j'ai vécu et ce qui a été proposé avec ce Covid sur Terre, même si c'est très douloureux, il y a beaucoup de pertes. Chaque perte individuelle est une catastrophe, mais cette catastrophe, ce qu'elle nous amène, c'est très très fort. Quand on voit le visage de toutes ces victimes, qu'elles soient des parents désenfantés ou des victimes dans la douleur de leur corps, quand on voit cet éclat qu'il y a dans les regards, la vie, elle gagne. Oui. Est-ce que tu aurais un message à donner à tous ceux qui doutent peut-être ou qui n'ont pas ce courage ou qui ne voient pas cette lumière que toi tu vois ? Oui. Moi, je visite évidemment encore des moments de faiblesse et de doute et merci parce que je sais maintenant qu'ils permettent et que c'est une récréation. C'est de regarder ce que ça a permis, même si c'est tout petit. Mais ce que ça a permis dans ce tout petit, sans cette épreuve, sans ce bordel, ce tout petit, il n'existerait pas. Oui. Et puis de prendre l'exemple qui est mon exemple phare parce que j'aime être maman, l'exemple de la naissance. Voilà, s'il n'y a pas ce bazar au moment de la naissance, de la création, s'il n'y a pas cette douleur, la vie, la beauté n'apparaît pas. Oui. Merci Élodie. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Hein ? On aura besoin des gens comme toi.